Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Crucifixion. Ce mot nous renvoie immédiatement à l'exécution du Christ et à la majorité de ses apôtres et disciples. Nous savons tous comment il a été fouetté et empalé pour le bien de tous les croyants et les pécheurs. Mais ce que nous ignorons de la crucifixion, c'est que cette méthode de punition existait bien avant que Jésus-Christ n'en soit victime. En fait, elle ne date même pas de l'Empire romain. Probablement originaire des Assyriens et des Babyloniens, elle a été utilisée systématiquement par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle n'a été introduite en Méditerranée orientale qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand a ordonné la crucifixion de 2000 personnes pour servir d'exemple à ses ennemis. La diffusion de cette méthode a été suffisamment large pour qu'elle soit adoptée par les Romains. Les Romains appliquèrent cette méthode aux esclaves, aux affranchis, aux rebelles, aux pirates et aux ennemis, et ce, sans distinction. Personne n'était trop jeune ou trop vieux pour être crucifié. Même les enfants de ceux qui avaient commis des crimes et avaient été condamnés à la crucifixion devaient affronter l'exécution. Les seules personnes épargnées par ce type d'exécution étaient les citoyens romains, à l'exception des soldats déserteurs ou responsables de mutineries. Et contrairement à l'histoire du Christ, les victimes n'étaient pas fouettées ou battues avant la crucifixion, à moins qu'elles ne soient particulièrement haïes, mais elles portaient assez souvent leur croix jusqu'à leur lieu d'exécution. Une fois sur place, elles étaient placées sur la croix et clouées à la croix par les poignets et les poings. La mort pouvait prendre des heures, voire des jours. Et si cela prenait trop de temps, un marteau de forgeron était utilisé pour briser l'os du fémur, ce qui accélérait le processus. Et lorsqu'ils mouraient, leur corps était là aussi généralement laissé sur la croix pour que les charognards viennent les dévorer. Une façon très dégradante de mourir. Enterrés vivants. Cette méthode était redoutée par les femmes qui appartenaient à la société des Vierges Vestales. Les Vierges Vestales, Virgo Vestalis, étaient des femmes qui se soumettaient corps et âme à la déesse du feu et du foyer, Vesta. Considérées comme des filles de Rome et des êtres purs, il leur est interdit d'avoir une quelconque relation avec un homme. Quiconque se fait prendre subit l'expérience d'être enterré vivant. Mais être enterré vivant ne signifiait pas nécessairement étouffé dans la terre avec du sable sur la tête. Ces femmes avaient le droit à un traitement légèrement différent. Elles étaient généralement enterrées dans une pièce souterraine avec un siège, une lampe et de la nourriture pour quelques jours seulement. Les Vierges Vestales ne pouvaient pas être punies en versant du sang, car il était interdit de verser leur sang. La partie sanglante était généralement laissée à l'homme qui avait souillé la Vierge Vestale et qui était fouetté à la place de la femme. Et bien que l'enfermement dans une pièce souterraine ne semble pas si terrible que ça, il était tout aussi horrible que certains des châtiments mentionnés ci-dessous. Et lorsque la nourriture était épuisée, les femmes mouraient le plus souvent de faim. Mais certaines d'entre elles ont réussi à s'échapper miraculeusement, mais les recherches montrent que seules quelques femmes ont subi cette forme de punition. On dirait qu'un exemple les a toutes prévenues. Décimation. Les soldats sont formés pour être en première ligne lors d'une attaque contre une nation, risquant leur vie pour le bien de celle-ci. Même s'ils ont été formés à des situations où ils sont en danger, leur instinct humain les pousse parfois à remettre en question l'essence même de la mort. Or, cet instinct tout à fait humain avait une punition horrible chez les Romains. Dans les cas où les déserteurs sont nombreux, parfois toute la légion, la décimation était utilisée pour résoudre le problème. C'était un châtiment collectif employé par l'armée romaine qui était appliqué lors d'une mutinerie ou de désertions répétées et qui consistait en l'exécution d'un soldat coupable sur 10. C'est une question de chance. On sort un sac contenant 10 pierres. Sur les 10, il y a 9 pierres blanches et une pierre noire, un peu comme koh. Et un à un, les hommes étaient isolés des autres soldats pour choisir leur pierre. Si vous avez eu la chance de choisir la pierre blanche, vous ne risquiez rien. Mais si vous vous retrouviez avec une pierre noire, vous serez mort quelques minutes plus tard. Mais ce n'est pas vraiment le pire. Le pire, c'était la méthode d'exécution. C'étaient les 9 autres survivants qui devaient exécuter leurs propres amis et collègues. Ils avaient pour instruction de battre à mort le soldat malchanceux. Et si votre ami était la victime, vous n'auriez pas d'autre choix que de participer au passage à tabac. Dans le cas contraire, vous choisirez de le rejoindre dans l'au-delà. Valait mieux faire ce qu'on vous disait.
Les hommes qui avaient survécu à la décimation dormaient la nuit à l'extérieur de la tente et n'étaient nourris que d'orge, une punition mesquine pour des lâches mesquins, en tout cas selon les Romains. La mort par les parasites. Les Romains sont connus pour avoir apporté certains des luxes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit notamment des toilettes, des bains d'eau chaude et d'autres outils destinés à améliorer le quotidien. Mais aussi avant-gardistes qu'ils puissent nous paraître sous certains aspects, d'autres aspects de leur société peuvent sembler un peu excessifs de notre point de vue moderne. Et nous avons déjà compris qu'ils avaient des punitions spéciales. Mais en réalité, pour ce cas spécifique, spécial est peut-être un euphémisme. Nous parlons ici du châtiment de la mort par les parasites. La mort par les parasites était une autre méthode d'exécution terrible dans l'Empire romain, surtout utilisée sous le règne de l'empereur Domitien. Avec cette méthode, les coupables étaient couverts de lait et de miel avant d'être enfermés dans un tonneau duquel dépassait seulement leur tête. Le tonneau est ensuite placé au soleil et laissé à l'extérieur pendant des jours. Les jours se prolongeaient généralement en semaines et des parasites commençaient à émerger du lait et du miel étalés sur le coupable. Le miel et le lait attirent également les insectes, ce qui favorise la prolifération des parasites et rend le corps du délinquant dans un état épouvantable. Un autre châtiment utilisé par les Romains, en tout cas selon les récits des auteurs et philosophes Apulée et Lucien de Samosate, consistait apparemment à coudre un criminel dans les entrailles d'un âne mort. Les entrailles de l'âne étaient retirées pendant que le coupable était dépouillé de ses vêtements. Ensuite, il était apparemment introduit de force dans les entrailles de l'animal. Tout le corps du délinquant se trouvait à l'intérieur et seule la tête restait à l'extérieur pour éviter la suffocation et pour prolonger l'inconfort. Et tout comme pour le châtiment du tonneau, le corps de l'âne était apparemment gardé au soleil et commençait à prendre une apparence peu attrayante et sentir très mauvais. En même temps, la chaleur du soleil augmentait l'inconfort et des charognards comme les vautours venaient picorer la chair en décomposition de l'animal. Ce devait être un sacré spectacle à l'époque, si tant est que cela ait été réellement pratiqué. La torture au chaudron. L'histoire nous a bien prouvé que les Romains considéraient certaines formes de torture comme une forme de divertissement. C'est pour cette raison que certains de ces châtiments se déroulaient souvent dans des amphithéâtres ou des colisées, mais parfois d'autres formes de torture étaient pratiquées dans un espace restreint. La plupart de ces tortures étaient pratiquées par des bourreaux qui recouraient le plus souvent à des animaux pour infliger les souffrances. Le châtiment du chaudron fait également appel à un animal pour infliger le châtiment. Pour ce châtiment particulier, un animal affamé comme un chat, un rat ou même un chien selon certains récits, et ils étaient placés à l'intérieur d'un chaudron, voire d'une cage métallique, qui était ensuite fixée sur le ventre du coupable. Une fois le chaudron ou la cage bien fixée, le bourreau se munissait d'un bâton de flamme et le tenait à l'arrière du chaudron, ce qui rendait l'intérieur extrêmement chaud pour l'animal qui s'y trouvait enfermé. Et en raison de la chaleur brûlante et de la situation très inconfortable, les animaux paniquaient et tentaient par tous les moyens de s'échapper. Ils se dirigeaient alors vers l'ouverture fixée à l'accusé. L'animal optait donc logiquement pour l'extrémité attachée au ventre de l'accusé. Il y voyait une sorte de saule mou et par conséquent essayait de creuser son chemin pour sortir par l'ouverture attachée à l'accusé, blessant le ventre de ce dernier au passage. Les animaux étaient employés par les Romains pour plusieurs types de punitions, y compris les insectes. Les abeilles constituaient également une forme de torture pour les Romains. Le nom de ce châtiment utilisé par les Romains était le panier d'abeilles. Cette forme bizarre de torture consistait à enfermer de force un délinquant dans un grand panier tissé très peu serré, sans aucun vêtement. Après avoir déshabillé l'accusé et l'avoir enfermé dans le panier, celui-ci est placé dans un arbre où se trouve une ruche géante en activité. Lorsque les abeilles sont alertées de la présence d'un visiteur indésirable dans leur espace, elles se mettent en colère et attaquent l'accusé à l'intérieur du grand panier tissé grossièrement. Et suite à cette attaque, la personne dans le panier est piquée jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Parfois, l'accusé subit les piqûres d'abeilles jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter. Il arrive aussi que l'accusé soit allergique aux abeilles, ce qui accélère la torture absolue que représente l'attaque d'un essaim d'abeilles. Brûler dans l'huile. Une autre de ces terribles méthodes d'exécution romaine utilisées à l'époque était de brûler une personne dans de l'huile.
Et cette méthode aurait été apparemment utilisée contre l'apôtre Jean. Mais cette méthode en particulier était très appréciée par un homme confiant et fou qui régnait sur l'Empire romain, l'empereur Néron. Et le tristement célèbre empereur Néron était très bien connu pour son animosité à l'égard des chrétiens. Il pensait que les chrétiens de l'époque étaient membres d'une secte dangereuse qui cherchait probablement à renverser son gouvernement. Néron les a également rendus responsables du grand incendie qui s'était produit à Rome. Depuis lors, les chrétiens ont été considérés comme des ennemis publics et ont été punis pour cela. Et pour prouver qu'il était contre les chrétiens et leurs valeurs, il a établi ces formes de torture et les a utilisées pour capturer des chrétiens dans le cadre de sa campagne visant à les accuser d'être à l'origine du grand incendie. Pendant que ses bourreaux infligeaient ces tortures à ses captifs, Néron était connu pour s'asseoir, se détendre et à apprécier le spectacle comme s'il regardait une pièce de théâtre. Cette méthode d'exécution n'a plus été utilisée après le règne de Néron, mais elle aurait été apparemment rendue légale par Henri VIII en 1531. Mais cette fois, ce n'étaient pas les chrétiens qui étaient visés par l'ébullition. Plusieurs personnes ont subi ce sort horrible après avoir été condamnées à mort pour avoir empoisonné des gens. La strangulation. Cela peut paraître mensonger ou difficile à croire, mais cette tradition a été strictement respectée dans tout l'Empire romain. Faire couler le sang au sein des villes romaines était un grand tabou, sauf dans les arènes comme le Colisée. Mais cela ne veut pas dire que toutes les tortures n'étaient pas pratiquées ailleurs que dans les arènes de la Rome antique. Et l'une des méthodes d'exécution les plus courantes était la strangulation, strangulatio, car elle ne causait pas de dégâts sanglants. Et avant que l'accusé ne connaisse son triste sort, il était d'abord exhibé tout autour de la ville de Rome afin de le mettre dans l'embarras. Ensuite, le condamné est conduit au forum romain et c'est là que le bourreau exécute le condamné jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Parfois, le traitement était différent. L'accusé pouvait simplement être exhibé dans la ville avant d'être ramené dans la cellule où il a été retenu prisonnier et c'est là même qu'il était pendu. C'est ce qui est arrivé à Vercingétorix, le célèbre roi des tribus celtes des Arvernes qui a été capturé et qui a été amené à Rome et exhibé lors de l'un des 4 triomphes de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Démembrement public. Dans la Rome antique, une norme conférait certains pouvoirs aux membres de l'Empire. L'un d'entre eux est que plus votre statut ou votre importance à Rome est élevée, plus vous avez le droit d'avoir des relations avec un grand nombre de personnes et sans que cela n'entraîne des conséquences. Par exemple, l'empereur pouvait avoir des relations avec qui il le voulait. Un général pouvait décider de faire des avances à un lieutenant ou à un citoyen ordinaire, mais pas l'empereur. Et les soldats aussi pouvaient poursuivre des citoyens ordinaires. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il était quasi impossible de gravir l'échelle sociale dans l'ancien empire romain. Cela signifiait que seules les élites restaient au pouvoir et que les esclaves et autres romains de basse classe restaient à leur place. Et cette hiérarchie jouait un rôle très important dans les rapports des citoyens romains. Les Romains, comme un certain nombre d'autres sociétés, se préoccupaient moins de savoir qui avait des rapports que de savoir comment ils avaient ces rapports. Les actes étaient mesurés par rapport à des normes liées à la hiérarchie sociale. Dans un acte donné, il pouvait y avoir un partenaire actif et un partenaire passif. Bon, vous avez compris. Le premier était considéré comme viril, le second pas tellement. Et le fait qu'une personne du statut supérieur soit le partenaire actif d'une personne de statut inférieur, par exemple un homme avec une femme ou un homme libre avec un esclave, était acceptable. Mais le fait qu'une personne de statut supérieur ou d'un autre type de position virile accepte le rôle passif était en fait pervers. Un guerrier était censé entre guillemets dominer et ne pouvait donc se laisser dominer entre guillemets. Par conséquent, il était criminel pour un citoyen ordinaire de l'Empire romain de s'unir à un soldat dans cette configuration. Et si cela se produisait, la punition pour ce délit était tout simplement le démembrement. Et si le soldat était accusé de s'être laissé faire volontairement, il était publiquement éventré. Damnatio ad bestias. Être tué par un animal sauvage est une façon très brutale de mourir. De nos jours, une telle mort n'arrive que par accident et la victime doit s'être enfoncée dans une forêt, un zoo
ou quelque chose de ce genre. Mais dans l'Empire romain, les prisonniers et les esclaves étaient tués par des bêtes sauvages sans protection, ou presque, sous les yeux de milliers de personnes dans un amphithéâtre. La victime était placée au centre du théâtre, attachée à un poteau ou munie d'une épée en bois, une arme dérisoire contre un lion ou un ours. Et après avoir été irrités pour les rendre plus dangereux, les animaux étaient relâchés dans le théâtre avec la ou les victimes, où ils les déchiquetaient au point de les rendre méconnaissables. Outre les grands félins comme les lions, les pumas et autres, d'autres bêtes puissantes étaient utilisées pour cette méthode d'exécution. Les ours, les alligators, les éléphants et bien d'autres animaux étaient utilisés, pour autant qu'ils puissent transpercer et déchiqueter un être humain en quelques minutes. Numéro 1. La peine du sac. Cette méthode, également appelée poêne à couler, était réservée au crime de patricide, l'acte de tuer ses parents. Les enfants qui commettaient ce crime étaient considérés comme les pires personnes et subissaient le pire châtiment que l'Empire romain pouvait offrir. Toutefois, en cas de retournement de situation, le père ne recevait aucune forme de punition car le chef de famille contrôlait tous les membres de la famille ainsi que leur vie. Mais les enfants qui commettaient le crime de patricide étaient les pires rebuts de l'Empire romain. La peine du sac n'est pas le pire châtiment de l'Empire romain sans raison. Avant l'exécution, le condamné est fouetté jusqu'à ce que tout son corps soit marqué. Ensuite, il est dépouillé de ses vêtements et ne reçoit qu'un bonnet de peau de loup et des chaussures en bois. Enfin, il est mis dans un sac avec 4 animaux. Et vous pensez peut-être que cette punition est meilleure que d'être mangé par des bêtes sauvages, mais je vous assure que ce n'est pas préférable. Et les animaux qui se trouvaient dans le sac n'étaient pas non plus choisis au hasard. Ils avaient toute une signification. Le serpent représente le crime de parricide et la trahison. Le singe était perçu comme une caricature d'homme et le chien était un animal impur pour les Romains. Ces animaux étaient cousus dans le sac avec la victime. Et le transport vers la mer ou le plan d'eau durait toujours quelques minutes ou quelques heures. Et pour s'échapper, les animaux mordaient et griffaient la victime. Parfois, la victime était même tuée. Et si ce n'était pas le cas, l'eau les achevait définitivement. Une façon très horrible de mourir. Ostracisme. Au cours de travaux archéologiques menés dans les années 1960, des archéologues ont trouvé 8500 bulletins de vote dans une décharge située quelque part à Athènes. La décharge a été datée d'environ 471 avant Jésus-Christ. Et les bulletins étaient des morceaux de poterie appelés ostraca qui étaient brisés et qui servaient durant les élections comme le ferait aujourd'hui un bout de papier. Ils n'ont pas été utilisés lors d'une élection mais faisaient partie d'une tradition très étonnante qui serait impensable dans la société moderne et pourtant nous en aurions vraiment besoin. Les bulletins de vote faisait partie de ce que l'on appelait un ostracisme. Il s'agissait d'un vote par lequel l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens, prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, et cela concernait plus particulièrement les représentants, donc les politiciens. Lorsqu'ils en avaient assez de leurs politiciens, les Grecs pouvaient se mettre d'accord pour les envoyer en exil. Ce processus n'a pas duré très longtemps. Il n'a existé que pendant un siècle environ, établi dans un certain nombre de villes grecques. Mais quelle époque glorieuse! Selon l'historien James Sickinger de l'Université d'État de Floride, il s'agissait d'un concours de popularité négatif. Il s'agissait probablement à l'origine d'un moyen de se débarrasser des tyrans avant qu'ils ne s'installent au sein du gouvernement. Les Athéniens se réunissaient lorsqu'ils en avaient assez d'une personne au pouvoir qui agissait contre leur propre intérêt. Et si suffisamment de personnes votaient pour, l'homme politique n'était pas seulement démis de ses fonctions, il était également chassé de la ville et envoyé en exil. Et il n'était généralement pas autorisé à revenir pendant près d'une décennie. On en aurait vraiment besoin. Mais l'ostracisme n'est apparu qu'à l'apogée de la démocratie à Athènes et dans d'autres villes grecques. Ce siècle ne ressemble à aucun autre dans l'histoire du monde. Les citoyens avaient tout bonnement le plein pouvoir quant à la gouvernance de leur cité. Les femmes, les travailleurs asservis et même les étrangers pouvaient tous voter afin de contrôler leur gouvernement. Quiconque devenait trop puissant ou trop influent et ne faisait pas ce qu'il fallait pour les Athéniens pouvait être ostracisé. Ce système a fonctionné jusqu'à ce que les autorités gouvernementales y mettent un terme. Hélas, je suppose que c'était un 49.3 de l'Antiquité. La prostitution sacrée.
Hérodote est un historien grec qui a vécu entre 484 et 413 avant Jésus-Christ. C'est grâce à Hérodote que l'on sait tant de choses sur la culture de la Grèce antique. Il a écrit un ouvrage gigantesque intitulé L'Enquête ou les Histoires et qui traite des traditions antiques depuis les confins de la Grèce jusqu'à l'Empire perse. Ce livre, vieux de 2400 ans, est une source d'informations inestimables sur les mythes, les légendes et les événements étranges de l'Europe pré-romaine. Et l'une des choses les plus étranges écrites par Hérodote dans son livre est ce que l'on appelle la prostitution sacrée. Selon Hérodote, elle était pratiquée dans le grand temple d'Aphrodite. Chaque femme de la ville devait se rendre au temple et vendre son corps à un étranger au moins une fois dans sa vie. Il n'y avait pas de montant spécifique à payer. Le premier homme qui déposait de l'argent sur les genoux de la femme faisait l'acte avec elle. Et une fois l'échange terminé, la femme quittait le temple et l'homme vaquait à ses fonctions. Et le devoir sacré de la femme était considéré comme étant accompli. Selon Suzy Limb, archéologue à l'Université College Dublin, il existe des preuves de l'existence de la prostitution sacrée qui remontent jusqu'à 8000 ans. D'ailleurs, l'historien assyriologue Jean Bottero considère que les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Inara Sumer, devenue Ishtar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles. Ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme, elles trouvent une place dans la société en servant la déesse, devenant l'épouse de tous. Et dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en akkadien, le demi-sauvage, Enkidu, modelé par les dieux, part affronter Gilgamesh, le roi d'Uruk. Celui-ci envoie une courtisane à la rencontre d'Enkidu pour l'ensorceler avec ses charmes et l'amener vers Uruk. Et dans des versions plus sumériennes, cette courtisane, en nom de Shamat, est appelée à civiliser Enkidu en l'initiant au rite charnel de la déesse Ishtar, Inanna. Cette forme de prostitution tournait toujours autour d'une déesse de la fertilité ou de l'amour. Et dans la Grèce antique, cette déesse était Aphrodite. Et la raison d'être de l'échange était un acte de culte. Il s'agissait d'un rite au cours duquel les femmes vendaient leur corps pour de l'argent afin de vénérer la déesse. Ils ne le faisaient qu'une fois, mais cela suffisait à apaiser Aphrodite. Mais malgré les écrits d'Hérodote et d'autres historiens comme Strabon qui mentionnent un millier d'esclaves et de prostituées dans le temple d'Aphrodite offert par les citoyens, des débats subsistent encore. Certains contestent cette pratique, arguant que Strabon aurait inventé le concept. Des chercheurs comme Vinciane Pirenne Delforge réfutent l'existence de la prostitution sacrée à Corinthe, affirmant qu'il s'agissait plutôt de prostitution profane. Stéphanie Lynn Budin considère cette pratique comme un mythe historiographique en Méditerranée et dans le Proche-Orient. Ainsi, l'existence réelle de cette forme de prostitution dans la Grèce antique reste très débattue. Le pugilat. Sous certains aspects, les Grecs de l'Antiquité vivaient dans une société beaucoup plus ouverte que l'époque contemporaine. Et dans un sens, leur libéralité reflétait les comportements de leurs dieux. Par exemple, Zeus dans sa quête de femmes prenait diverses formes animales incarnant une nature sans restriction qui se répercutait sur leur approche du sport. Les origines des compétitions athlétiques remontent aux premières civilisations, comme en témoignent les anciennes peintures murales égyptiennes datant d'il y a 3000 ans et qui montrent des hommes se livrant à la lutte. En outre, des vestiges trouvés sur des poteries de Santorin décrivent des scènes de boxe, et ce, dès le XVIe siècle avant notre ère. Et tout au long de l'histoire, les sports de combat ont occupé une place importante avec 3 disciplines distinctes qui dominaient dans la Grèce antique. Le pugilat, sport ancêtre de la boxe anglaise, établi comme sport olympique officiel en 688 avant Jésus-Christ, et qui différait grandement de sa version moderne. Les compétitions ne comportaient ni juges ni points, et les matchs se terminaient uniquement par un KO ou par l'abandon volontaire d'un combattant. Les boxeurs se protégeaient les mains à l'aide de fines lanières de cuir appelées imantes et se livraient à des combats sanglants et très brutaux. La lutte, autre sport de premier plan, proposait des combats sans catégorie de poids ni limite de temps et qui duraient souvent des heures jusqu'à ce que l'un des participants succombe hélas. Et pour remporter la victoire, il fallait jeter l'adversaire au sol à 3 reprises. Et dans cet environnement non réglementé,
Des tactiques comme celle qui consiste à briser les doigts étaient utilisées pour remporter des victoires. Sympa l'ambiance. Et le pancras, une forme grecque ancienne d'arts martiaux mixtes, combine des techniques de boxe et de lutte, une sorte de MMA grec. Bien sûr sans cage et sans octogone. Les combattants pouvaient utiliser diverses tactiques telles que des balayages de jambes et des coups de pied, mais il était formellement interdit de mordre ou de crever les yeux. Heureusement d'ailleurs. La boxe, ou le pugilat plutôt, est devenu un sport olympique officiel en 648 avant Jésus-Christ, et les champions de pancras ont parfois été élevés au rang de demi-dieux. Et Alexandre le Grand lui-même en était un fan notoire, et certains historiens pensent qu'il a introduit cette pratique lors de sa conquête de l'Asie. La damnation d'Hérostrate. Hérostrate était l'homme tellement détesté par les Grecs de l'Antiquité qu'il était interdit de prononcer son nom à voix haute. Le véritable Voldemort de la Grèce antique. L'histoire commence vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, lorsqu'un groupe d'immigrants athéniens traverse la Méditerranée et fonde la ville d'Éphèse dans l'actuelle Turquie. Leur déesse préférée était Artémis, déesse de la chasteté, de la chasse et des animaux sauvages. Ils ont construit un temple massif en son honneur, dont la construction a duré près de 100 ans. Et selon l'historien Hérodote, le temple de la déesse était tellement impressionnant qu'il est devenu l'une des 7 merveilles du monde antique, aux côtés de la grande pyramide de Gizeh et du colosse de Rhodes, entre autres. Le temple s'appelait l'Artémisian et devait mesurer près de 1259 mètres de long et près de 30 mètres de haut. Le philosophe romain Pline l'Ancien a écrit qu'il comportait 127 colonnes soutenant le plafond avec des statues massives d'Artémis. Et en 356 avant Jésus-Christ, l'Artémisian fut détruit. Notre ami Hérostrate est entré dans le temple la nuit et l'a réduit en cendres. Il était censé rechercher l'infamie à une époque de héros et de légendes. Hérostrate voulait que son nom reste à jamais gravé dans les mémoires pour son acte infâme. En gros, il recherchait le buzz avant l'époque de TikTok. Il fut capturé par les autorités de la ville qui décidèrent que la mort n'était pas suffisante pour avoir détruit leur grand temple. Bien évidemment, il a été condamné à mourir, qu'est-ce que vous croyez? Mais en plus, Hérostrate fut également condamné à un autre châtiment étrange et considéré comme étant pire que la mort, appelé damnatio memoriae, littéralement damnation de la mémoire. Et à partir de ce moment, il était interdit de mentionner son nom où que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ce châtiment était censé effacer à jamais son nom du monde. Mais puisqu'on en parle toujours aujourd'hui, oups. Médecine brute. La médecine grecque a commencé à prendre forme vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Puis, au VIe siècle avant notre ère, lorsque les philosophes ont commencé à faire de la Grèce une société de penseurs, la médecine est devenue bien plus avancée. Mais même après des siècles d'évolution médicale, tous les remèdes n'avaient pas de sens. Il suffit de penser au père de la médecine, Hippocrate, né sur l'île de Kos en 460 avant notre ère. Il a véritablement révolutionné le monde de la médecine. Et vous avez probablement entendu parler du serment d'Hippocrate, un serment prêté par les médecins qui s'engagent à soigner tous ceux qui en ont besoin. Et ce serment a été prononcé par Hippocrate il y a 2400 ans. C'est d'ailleurs lui qui a élaboré la théorie la plus bizarre, mais aussi la plus importante de la médecine grecque, mais aussi de la médecine de toute l'Antiquité. C'était la théorie des 4 humeurs. Il pensait que tout ce qui se trouvait dans le corps pouvait être expliqué par 4 substances. Le sang, produit par le foie et reçu par le cœur. La pituite, ou flegme, ou lymphe, rattachée au cerveau. La bile jaune, venant également du foie. Et enfin l'atrabile, ou bile noire, venant de la rate. Ces humeurs correspondent aux 4 éléments eux-mêmes caractérisés par leurs propres qualités. Le feu, chaud et sec, l'air, chaud et humide, la terre, froide et sèche, l'eau, froide et humide. Et selon leur prédominance, ils vont déterminer les tempéraments fondamentaux, soit les 4 tempéraments. Les bilieux, feu, chaud et sec, et enclin à la colère. L'atrabilaire, terre, froid et sec, est enclin à la tristesse et au chagrin. Le flegmatique, eau, froid et humide, est calme et imperturbable, garde son sang-froid, presque apathique. Et enfin le sanguin
air chaud et humide et d'humeur très gaie. Et selon la théorie, la seule façon de garder le corps sain était de maintenir les 4 humeurs parfaitement équilibrées. C'était un premier pas vers la médecine moderne, mais cela restait complètement erroné bien sûr. Mais pendant près de 2000 ans, la théorie des 4 humeurs a été la référence en matière de médecine. L'idée était que si quelqu'un était malade, c'était qu'il y avait un problème avec l'une de ses humeurs. Par exemple, les médecins pensaient que si une personne souffrait de fièvre ou de gonflement, tout ce qui impliquait de la chaleur d'ailleurs, elle avait trop de sang dans le corps. Et en cas de fièvre, le médecin essayait de drainer le sang pour que les humeurs s'équilibrent. Malheureusement, il arrivait souvent que des personnes se vident de leur sang à cause d'un mal de dents par exemple. L'adultère dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas autant de droits que les mythes semblent le suggérer. De nombreuses légendes sur la Grèce antique mettent en scène des femmes fortes et puissantes, en particulier les déesses de l'Olympe. Mais la vérité est que dans la Grèce antique, les femmes appartenaient aux hommes. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le mariage. En Grèce, la femme d'un homme était considérée comme son bien personnel. Si une femme était lésée, par exemple à la suite d'une agression, on considérait qu'il s'agissait d'une atteinte à la propriété de l'homme. Et même si la femme n'était pas mariée, le crime était traité comme si son tuteur avait été lésé. En quelque sorte, les criminels étaient punis comme s'ils avaient volé ou fait du mal à du bétail. Endommager les biens d'un homme est une chose, mais il y avait pire. L'agression d'une femme était par exemple moins importante qu'une femme qui était infidèle. L'adultère était considéré comme l'un des actes les plus vils dans la Grèce antique. Si une femme était surprise en train de fréquenter un autre homme, celui-ci devait être mis à mort et la femme était automatiquement divorcée. Et si vous vous demandez pourquoi les Grecs se souciaient-ils plus de l'infidélité que de la violence, tout dépend de la façon dont ils voyaient le monde. Ils considéraient l'adultère et la tromperie comme des pratiques trompeuses, ce qui pour les Grecs était pire que la violence. Les hommes grecs étaient connus pour ce que les gens d'aujourd'hui pourraient considérer comme un comportement anticonformiste. 2 hommes, mariés ou non d'ailleurs, pouvaient avoir des aventures et c'était tout à fait normal. Les hommes pouvaient coucher avec à peu près qui ils voulaient, tant que ce n'était pas la femme d'un autre homme. L'adultère était considéré comme une tentative de rendre une femme déloyale envers sa famille, ce qui était sournois et impensable. Il y avait aussi le risque que le couple adultère produisent des enfants illégitimes. Mais dans l'ensemble, l'adultère était considéré comme une menace pour la société, alors que des choses comme les agressions et les relations entre hommes étaient tout à fait admissibles. Toutefois, il est important de noter que si ces normes sociétales étaient répandues dans la Grèce antique, elles varient selon les cités-États et les époques. Par ailleurs, les documents historiques peuvent refléter les idéaux et les préjugés de l'époque, de sorte que les interprétations de ces normes peuvent varier d'un spécialiste à l'autre. Le monosourcil. Les tendances en matière de sourcils changent constamment, évoluant avec la culture populaire. Mais il y a une tendance qui n'a pas été observée depuis des siècles, le monosourcil. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui a été à la mode pendant très longtemps et qui ne le sera probablement pas de sitôt. Mais si vous aviez vécu dans la Grèce antique, vous auriez vu des monosourcils à tous les coins de rue. Les femmes d'Athènes, et les hommes d'ailleurs, étaient obsédés par l'idée d'avoir les plus gros sourcils, les plus audacieux, que l'argent pouvait acheter. Pour créer les meilleurs monosourcils, les femmes s'entraînaient à noircir leurs sourcils et les laisser pousser, puis utiliser de la suie pour les faire ressortir davantage. Et il a existé aussi de nombreuses autres tendances étranges en matière de sourcils à travers le monde. Dans l'ancienne Perse, on s'épilait les sourcils des milliers d'années avant que cela ne soit à la mode. Les femmes perses utilisaient des fils pour épiler les poils en guise de marque de l'âge adulte. Lorsqu'une jeune fille devenait une femme et lorsque les femmes étaient fiancées dans l'ancienne Perse, ils se faisaient épiler complètement les sourcils. Les Perses avaient également un faible pour les moustaches. Les hommes et les femmes avaient des conceptions très similaires de la beauté. Il était courant de voir de jeunes hommes et de jeunes femmes à la peau complètement glabre, à l'exception d'une fine moustache et de sourcils extraordinairement foncés. Et la croyance dominante chez les Grecs voulait que les personnes ayant un sourcil unique naturel, connu sous le nom de cynophrydie,
soit doté d'un attrait et d'une intelligence particuliers. D'ailleurs, le philosophe Socrate est souvent représenté avec un monosourcil proéminent dans diverses œuvres d'art anciennes. Il a été suggéré que cette caractéristique était associée à la sagesse et à la réflexion profonde. Épilation douloureuse. Se tenir devant un miroir et se raser les poils du corps n'est pas une nouvelle lubie. Depuis des milliers d'années, les gens trouvent des méthodes bizarres pour s'épiler les différentes parties de leur corps. Les Grecs étaient connus pour être obsédés par la peau glabre. Pour eux, le corps ultime était celui qui n'avait pas de poils, ou presque. Ils voulaient ressembler à des statues de marbre vivantes, complètement lisses. Les hommes se rasaient le visage à l'aide de morceaux de silex très tranchants et des pinces de fortune étaient utilisées pour arracher les poils du cuir chevelu. Comme ils ne disposaient pas de pinces modernes, les Grecs utilisaient des coquillages. Ils prenaient 2 coquillages, les pressaient l'un contre l'autre et s'en servaient pour arracher des poils à la racine. Ces méthodes n'étaient toutefois pas propres aux Grecs. De nombreuses cultures différentes arrachaient les cheveux et les poils en utilisant tout ce qui était à leur disposition. Mais la particularité des Grecs était qu'ils allaient plus loin et utilisaient des crèmes dépilatoires. Il s'agissait de crèmes que l'on pouvait appliquer sur tout le corps pour dissoudre les poils. Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'années, les crèmes étaient pleines d'ingrédients très dangereux. Si la crème n'était pas mélangée correctement ou si elle était mal préparée, le résultat pouvait être désastreux. La peau pouvait tout simplement être brûlée, laissant les gens avec des infections très graves, parfois mortelles. Et dans la Grèce antique, la seule façon d'être épilé était d'avoir assez d'argent pour se payer des produits de beauté, les poils étant donc associés à la pauvreté. Les Grecs, et les Égyptiens aussi d'ailleurs, idéalisaient les corps imberbes. C'est pour cette raison que les sculptures grecques représentaient des hommes et des femmes sans pilosité corporelle. On pense généralement que cela est dû au fait que les poils sont souvent infestés de parasites et que les corps sans poils étaient considérés comme étant plus propres. L'exception semble être la représentation de poils pubiens entretenus dans les sculptures masculines. Le festival de la fertilité. Chaque année, dans la ville d'Athènes, les gens descendent dans la rue pour célébrer un festival de la fertilité qui remonte à la Grèce antique. Et il s'agit d'une fête très particulière connue sous le nom de phalléphoria. Et comme vous l'avez deviné, elle implique des centaines d'objets phalliques. Cette fête est en réalité une reconstitution d'une ancienne célébration de la fertilité, les Dionysies, dédiée à Dionysos, le dieu synonyme de débauche, de vin, de folie et de plaisir physique. Les participants se parent de colliers phalliques et portent des vêtements païens défilant dans les rues comme une ode à la fertilité. Cette tradition, qui a lieu chaque année en Grèce, remonte à des milliers d'années. Les historiens suggèrent qu'il y a plus de 2 millénaires, les fidèles de Dionysos se déguisaient en satyres, participaient à des processions similaires et s'adonnaient à la dégustation de vin. La fête antique a probablement débuté dans des régions rurales, peut-être en hommage à la culture de la vigne, et pourrait même être antérieure à la déification de Dionysos. Et au fur et à mesure qu'elle s'étendait aux grandes villes, elle évoluait vers un spectacle libérateur permettant aux individus de se débarrasser des contraintes sociales et de s'immerger dans l'ivresse. Et bien que sa ferveur ait diminué, les Grecs ont ravivé cette tradition il y a environ 200 ans. Vous savez désormais comment célébrer le Beaujolais nouveau. Nourrir les morts. Les Romains avaient une façon très unique d'honorer leurs ancêtres, et cela pourrait bien vous donner des frissons. Dans la société romaine, les morts n'étaient pas oubliés. Au contraire, ils étaient considérés comme faisant partie de la famille. C'est pourquoi les tombes romaines étaient équipées de tuyaux qui permettaient d'y faire couler du vin, du miel et des aliments afin que les morts puissent se régaler même dans l'au-delà. Les Romains prenaient leur rite funéraire très au sérieux, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des coutumes élaborées et de la stricte hiérarchie sociale. Lorsqu'une personne mourait, son parent le plus proche donnait un dernier baiser symbolique au corps. Ensuite, la famille entamait un rituel de deuil pendant que le corps était déposé sur le sol pour y être oint. C'est alors que vient la partie effrayante. Une pièce de monnaie était placée dans la bouche du défunt pour payer ce qu'ils appelaient l'obol de Charon, le batelier de la rivière Styx qui transportait l'âme vers le monde des morts. Ce n'est qu'après cela que le corps était transporté au cimetière. Et les Romains ont porté l'hommage à leurs ancêtres à un niveau supérieur
en organisant de grandes célébrations sur le lieu de sépulture à l'occasion d'événements très festifs. Lors de l'enterrement, le défunt était placé dans une fosse tapissée de tuiles, d'autres tuiles recouvraient le corps à la manière d'une tente et le tube à libation étant maintenu en place par de la terre. Ces tubes permettaient aux vivants d'offrir du vin et des aliments aux défunts lors des fêtes tout au long de l'année. Les historiens pensent que les Égyptiens ont été les premiers à offrir des libations à leurs morts. Cependant, il est difficile de déterminer avec précision quand cette pratique a vu le jour. Et d'autres cultures méditerranéennes ont adopté la pratique. La tombe du roi phénicien Ahiram, vieille de 3000 ans, porte une malédiction faisant référence à des tubes à libation, et des tombes grecques ont été découvertes avec ces tubes. Selon le docteur Tracy Prowse, responsable des fouilles du cimetière romain de Vagnari, en Italie, toutes les tombes romaines n'étaient pas équipées d'un tube à libation. Toutefois, beaucoup d'entre elles en étaient pourvues, et cette pratique transcendait le statut social ainsi que l'âge. La prochaine fois que vous lèverez votre verre, souvenez-vous que les Romains croyaient que leurs ancêtres en levaient un avec eux, même dans l'au-delà. Le sang des gladiateurs comme remède. Oui, vous avez bien entendu, les Romains étaient tellement superstitieux et obsédés par la santé qu'ils pensaient que boire le sang des gladiateurs pouvait guérir la stérilité, l'épilepsie et bien d'autres maladies. Ces braves guerriers étaient considérés comme ayant le cœur et l'esprit de lion, et l'on pensait que leur sang pouvait transmettre ce courage et cette force à ceux qui le consommaient. Les archives montrent qu'entre le 1er et le 6e siècle, des auteurs théologiques et médicaux pensaient que la consommation de sang ou de foie de gladiateur pouvait guérir l'épilepsie. Et certaines sources du 19e et 20e siècle attestent d'ailleurs de cette pratique jusqu'à l'époque moderne. Il figure même dans l'observation de l'anglais Edward Brown en 1668, selon laquelle des personnes assistaient aux exécutions pour recueillir le sang des victimes. Mais lorsque les sports de gladiateurs ont été interdits vers 400 après Jésus-Christ, l'attention s'est portée sur le sang des personnes fraîchement exécutées qui possédaient des propriétés susceptibles de guérir l'épilepsie. Et la première mention de cette forme de traitement est faite par un encyclopédiste romain, Aulus Cornelius Celsus, et qui a écrit le très célèbre De Medicina ou de la médecine en 40 après Jésus-Christ. Il écrit « Certains se sont libérés d'une telle maladie, l'épilepsie, en buvant le sang chaud de l'égorgement d'un gladiateur, une aide misérable rendue tolérable par une maladie encore plus misérable. » Cela semble complètement insensé, mais les Romains y croyaient pourtant. Ils y croyaient tellement qu'il s'agissait d'une pratique médicale très courante, et ils n'utilisaient pas seulement le sang des gladiateurs. Caton l'Ancien, un homme d'État romain, suggérait même de baigner des enfants dans leur propre urine pour les guérir. Et oui, c'est bien vrai. De l'urine et pas n'importe quelle urine. Caton pensait que chauffer l'urine d'un adulte qui avait mangé du chou et l'utiliser ensuite pour baigner les nourrissons les guérirait. Et comme si cela ne suffisait pas, il recommandait également de mettre de la bouse de chèvre dans les couches pour aider les enfants difficiles à dormir. Heureusement que la médecine a bien évolué depuis. 6. Éponge sur un bâton. Plongeons dans le monde de l'hygiène romaine, ou devrais-je dire l'absence d'hygiène. Qui a besoin de papier toilette quand on peut utiliser une éponge sur un bâton? Les Romains se servaient d'un appareil appelé xylospongium ou tersorium qui était en fait une éponge attachée à un bâton qu'ils utilisaient pour se nettoyer. Jusqu'ici, rien de bien choquant, mais attendez la suite. Ils rinçaient ensuite l'éponge dans un seau de vinaigre ou d'eau salée et le remettaient dans le seau pour que la personne suivante puisse l'utiliser. Burk. Certains Romains allaient même jusqu'à utiliser des morceaux de céramique cassés pour se nettoyer. Ces tessons étaient soigneusement retaillés pour obtenir un angle lisse. Et oui, ils se torchaient bel et bien avec des morceaux de céramique. Et ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit la façon de se nettoyer qu'ils préféraient le moins. Tu m'étonnes. Et comme si ce n'était pas assez dégoûtant, les Romains n'étaient absolument pas conscients des dangers de la transmission de bactéries. Ils se servaient toujours de la même éponge ou le même morceau de poterie. Oui, il y a de quoi avoir des hauts le cœur. Disons simplement que nous sommes reconnaissants pour l'invention de la plomberie moderne et du papier toilette. Détergent au pipi. On dit que les déchets des uns sont les trésors des autres. Préparez-vous donc à être dégoûtés, car les Romains de l'Antiquité avaient des méthodes assez répugnantes pour nettoyer leurs vêtements, car l'ingrédient secret de leur détergent pour le linge n'était autre que l'urine. En effet, après avoir lavé leurs vêtements, ils les frottaient généralement avec de l'urine.
Et après avoir fini, ils les frottaient avec des plantes odorantes pour en masquer l'odeur. Oui, oui, c'est bien ça. Et malgré l'odeur très forte de l'urine, les Romains n'avaient pas le luxe des détergents modernes qui laissaient une odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements. Ils devaient frotter leurs vêtements avec des fleurs de laurier ou d'autres plantes odorantes pour éliminer l'odeur. Mais pourquoi l'urine, me direz-vous? Eh bien, l'ammoniac qu'elle contient est suffisamment efficace pour nettoyer les vêtements. Malheureusement, la plupart des Romains n'avaient pas les moyens d'acheter de la lessive coûteuse pour laver leurs vêtements. En fait, dans la Rome antique, les récipients destinés à recueillir l'urine étaient monnaie courante dans les rues. Les passants se soulageaient dans ces récipients et lorsque les cuves étaient pleines, leur contenu était généralement transporté dans une foulonica, une blanchisserie, diluée avec de l'eau et versée sur les vêtements sales. Et le meilleur rôle dans l'histoire, c'était celui de l'ouvrier qui devait se tenir dans la cuve d'urine et piétiner les vêtements, un peu comme l'agitateur des machines à laver modernes. Les Romains faisaient également le commerce de l'urine et la vendaient à l'industrie du cuir, où elle était employée pour assouplir le cuir et enlever les poils. L'urine n'était pas seulement utilisée dans l'industrie du cuir, mais dans toute l'industrie de l'habillement. L'urine était utilisée pour renforcer les teintures naturelles et les lier, comme par exemple aux fibres de laine. Mais attendez, les Romains utilisaient l'urine à des fins encore pires. Les cosmétiques. Les Romains se frottaient le visage avec de la pâte de plomb pour avoir l'air plus pâle. Ils disposaient de tout un arsenal de produits cosmétiques pour améliorer leur apparence. Et l'une de leurs pratiques favorites consistait à appliquer de la pâte de plomb sur leur visage pour obtenir cette pâleur à la mode. Après leur bain, ils s'enduisaient le visage de produits blanchissants tels que de la poudre de craie, la marne blanche, la bouse de crocodile ainsi qu'une pâte à base de plomb, qui était bien sûr extrêmement nocif pour la santé. Mais le pire de tous, c'est l'exemple le plus ancien et le mieux documenté de l'utilisation de bains de bouche par l'humanité. Il remonte à la Rome antique en l'an 1er de notre ère, et les Romains achetaient des bouteilles d'urine portugaise et s'en servaient pour se rincer la bouche. Oui, je suis d'accord, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, l'importation de bouteilles d'urine devint si populaire que l'empereur Néron taxa ce commerce. On pensait que l'ammoniac contenu dans l'urine désinfectait la bouche et blanchissait les dents. Et l'urine est restée un ingrédient populaire des bains de bouche jusqu'au XVIIIe siècle. L'hydratation de la peau était également essentielle. Et les Romains se tournaient vers des ingrédients inhabituels comme le lait d'ânesse et des escargots écrasés pour hydrater et nourrir leur peau. Mais ce n'est pas tout. Les plus aisés utilisaient même la peau d'hippopotame pour rendre leurs cheveux longs, épais et brillants. Et pour s'épiler, ils avaient une solution unique. Du sang de chauve-souris et des cendres de hérisson. Ne me demandez pas pourquoi. Et ils frottaient également leurs cheveux avec des cendres de vers de terre mélangées à de l'huile pour éviter qu'ils ne grisonnent et ils se servaient même d'œufs de fourmis écrasés pour définir leurs sourcils. Mais la question reste de savoir quelle était l'efficacité de ces concoctions cosmétiques. Et même si tout cela nous paraît très bizarre, il est indéniable que les Romains tenaient à se montrer sous leurs meilleurs jours. Leur créativité et leur ingéniosité méritent d'être saluées. De la pâte de plomb aux œufs de fourmis, les pratiques cosmétiques des Romains étaient vraiment uniques. Contraception. Les Romains utilisaient l'huile d'olive, le miel et même la laine comme contraceptif. Attachez vos ceintures car nous sommes sur le point de plonger dans le monde très étrange de la contraception dans la Rome antique. Croyez-le ou non, les Romains n'étaient pas étrangers à la contraception et même à l'avortement. Que l'on soit riche ou pauvre, il était tout à fait normal de prendre des précautions contre les grossesses non désirées. Mais quelles étaient ces précautions ? Les femmes romaines avaient l'habitude d'introduire toutes sortes de substances étranges dans leur partie inférieure afin d'empêcher la conception d'un enfant. L'huile d'olive, le miel et d'autres liquides épais étaient couramment utilisés pour obstruer les voies et empêcher toute grossesse indésirée. Mais attendez, cela devient encore plus bizarre. La laine était également utilisée comme contraceptif de fortune. Et croyez-le ou non, certains médecins romains recommandaient de porter du foie de chat pour ses prétendues propriétés contraceptives. Oui, du foie de chat. Ils le mettaient dans un tube et le portaient sur le pied gauche. Et ne me demandez pas pourquoi. Mais les Romains étaient très pointilleux sur leurs pratiques en matière d'éducation des enfants. Ils prenaient leurs responsabilités de parents très au sérieux et ne voulaient pas risquer un accouchement imprévu. Mettre un enfant au monde représentait une charge énorme pour une famille,
et il voulait s'assurer qu'il pouvait lui fournir les meilleurs soins et la meilleure éducation possible. Qu'il s'agisse d'huile d'olive, de laine ou même de foie de chat, les Romains étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour éviter une naissance inattendue. Mais quand cela arrivait, attendez de savoir ce qu'ils faisaient, enfants non désirés. Dans la Rome antique et plus largement dans le monde gréco-romain, les parents faisaient beaucoup d'efforts pour bien élever leur enfant et assurer leur statut social. Mais si un bébé n'était pas désiré, il pouvait se montrer incroyablement impitoyable, voire carrément barbare. Les enfants non désirés pouvaient être donnés à des amis ou à des membres de la famille, ou adoptés par un couple stérile, mais selon Sénèque, Philon et Cicéron, les nourrissons pouvaient être noyés, jetés aux ordures, étouffés, exposés aux intempéries, dévorés par des chiens errants ou vendus à des trafiquants d'esclaves. Jusqu'en 374, tuer un enfant n'était pas considéré comme un crime. Il était courant que les parents déposent leur nouveau-né au pied du père, afin de lui signifier qu'il jouerait un rôle actif dans l'éducation de l'enfant, s'il le prenait. En revanche, si le père refusait de prendre l'enfant, celui-ci était impitoyablement jeté. Et ces bébés non désirés avaient une chance sur deux de survivre ou de périr. Nous disposons d'une preuve de première main de cette pratique dans une source ancienne. Les papyrus d'Oxyrhynchus, où l'on a retrouvé une lettre que le soldat Hilarion a écrite à sa femme enceinte, Alice, en l'an 1 avant Jésus-Christ. Et il écrivit « Sache que je suis toujours à Alexandrie. Je te demande et te supplie de prendre soin de l'enfant. Et si je reçois bientôt ma solde, je te l'enverrai. Surtout si tu portes un enfant et que c'est un mâle, laisse-le vivre. Si c'est une femelle, jette-la dehors. » Même les fondateurs supposés de Rome, Rémus et Romulus, connaissent un destin similaire dans la légende. Phallus porte-bonheur. Finissons sur une note plus légère. Nous allons explorer la très étrange pratique qui consistait à se servir de l'anatomie masculine comme porte-bonheur. Et bien sûr, on ne parle pas ici de véritable phallus, mais de représentation. Les Romains pensaient que le fait de porter un phallus sur soi ou d'en accrocher un à leur porte les protégeait du mal, en particulier des phallus volants avec des ailes. Va savoir. Cela peut nous sembler très étrange aujourd'hui, mais pour les Romains, c'était une pratique très courante. Et il ne faut pas juger trop vite les Romains pour leur superstition. Après tout, des gens de toutes les cultures et de toutes les civilisations se sont servis de divers porte-bonheur tout au long de l'histoire. Mais il est indéniable que l'utilisation de phallus comme porte-bonheur est l'une des plus étranges. Mais pourquoi les Romains pensaient-ils qu'un symbole des organes génitaux masculins pouvait éloigner le mal ? Était-ce une croyance dans le pouvoir de la virilité et de la fertilité, ou peut-être était-ce une façon d'intimider les mauvais esprits avec un symbole de force et de pouvoir dans l'Empire romain ? Impossible de le savoir avec certitude, mais une chose est sûre, c'est une pratique qui fait froncer les sourcils. Imaginez-vous rentrer dans une maison romaine et voir des carillons avant en forme de phallus suspendus à la porte. Cela fait froid dans le dos et nous amène à nous demander quelles autres pratiques étranges étaient considérées comme normales dans la Rome antique. Mais n'oublions pas que l'utilisation des porte-bonheur fait toujours partie intégrante de notre culture moderne. Des trèfles à 4 feuilles aux pattes de lapin, des bracelets porte-bonheur au fer à cheval, nous en avons tous eu à un moment ou un autre. Esclavage omniprésent. La première chose à souligner est que l'esclavage était une partie incroyablement importante de la vie quotidienne dans la Rome antique. On ne construit tout simplement pas un empire qui s'étend sur plus de 4 millions de kilomètres carrés et couvre près de 20% de la population mondiale sans un capital humain très important. Et pour les Romains, l'esclavage n'était pas un luxe, c'était une nécessité, du moins selon eux. Pour les Romains, peu importe si vous étiez blanc, noir ou brun, et peu importe d'où vous veniez ou ce que vous aviez fait dans votre vie, si vous aviez un corps valide et que vous étiez prêt à travailler, vous pouviez être esclave. Et comme on peut s'y attendre, les effectifs d'esclaves ont commencé à croître à un rythme effréné lorsque l'Empire romain était à son apogée. En fait, on pense que rien qu'en Italie, qui était en quelque sorte la capitale de l'Empire romain à l'époque, environ un tiers des personnes qui y vivaient étaient des esclaves. Et pour l'ensemble de l'Empire, on estime qu'environ 20% de sa population était constituée d'esclaves. La normalisation de l'institution de l'esclavage était telle que les esclaves étaient rapidement devenus pratiquement invisibles pour le reste de la société.
Ainsi, quiconque possédait un esclave ou gardait son prochain comme un bien ne pensait pas nécessairement que ce qu'il faisait à l'époque était injuste. Pour eux, c'était tout simplement normal. La liberté n'était pas considérée comme un droit de l'homme universel à l'époque, mais plutôt comme un privilège dont seuls quelques élus pouvaient se prévaloir. Les canaux de l'esclavage. Vous vous demandez peut-être comment l'esclavage a pu voir le jour dans l'ancien empire romain et comment se fait-il que tant de gens travaillaient avec peu ou pas de droits fondamentaux. Ce n'est un secret pour personne que les Romains de l'Antiquité aimaient se battre et faire la guerre à leurs voisins. Et au fur et à mesure que l'Empire s'étendait, le besoin de faire la guerre se faisait sentir. Ainsi, chaque fois qu'une bataille était livrée et que les Romains l'emportaient, ils faisaient prisonniers de guerre les soldats ennemis et les transformaient en esclaves. Et lors de la toute première guerre punique, Rome et Carthage se sont disputés le contrôle de la Sicile. La guerre a duré de 264 à 241 avant Jésus-Christ. Et les Romains en sont sortis victorieux. Et dans le cadre du butin de cette seule guerre, les Romains ont réduit en esclavage environ 25 000 hommes, femmes et enfants. Même si certaines estimations vont jusqu'à 75 000 personnes. C'est un peu comme les chiffres des manifs. Entre ceux de la préfecture de police et des syndicats, il y a une légère différence. Maintenant, imaginez cela et considérez les multiples guerres qui se sont déroulées à cette époque. On commence à voir d'où venait le flux très important d'esclaves. En outre, les Romains ont également acquis des esclaves par des moyens tels que le commerce, le pillage et la piraterie. Et les esclaves existants avaient des enfants, en particulier les femmes, et chaque fois qu'elles donnaient naissance à un enfant, celui-ci devenait automatiquement un esclave. En fait, l'enfant d'un esclave était immédiatement considéré comme tel. Que le père de l'enfant soit noble ou non, cela n'avait aucune importance. Enfin, nous avons les dettes. Certaines personnes s'endettaient jusqu'au point de se vendre ou de vendre leurs enfants en esclavage pour remboursement. Cette pratique était tellement courante que les marchés d'esclaves faisaient partie du paysage ordinaire des villes à l'époque romaine. Les acheteurs intéressés pouvaient venir voir les esclaves disponibles et faire des offres et les acheter. Une toute autre façon de faire ses courses. Les gladiateurs esclaves. Dans la Rome antique, la majorité des esclaves travaillaient dans le cadre d'une réserve de main-d'œuvre forcée. Et leur travail consistait essentiellement à se tuer à la tâche pour leur maître et à ne recevoir que peu ou pas de salaire. Cependant, certains esclaves, hommes et femmes, devenaient des combattants ou à l'époque, des gladiateurs. Ces gladiateurs étaient essentiellement des combattants qui étaient très habiles, soit avec leurs mains, soit avec des armes spécialisées. La plupart des gladiateurs étaient des prisonniers de guerre capturés. Mais certains esclaves désireux de se porter volontaires pour devenir gladiateurs étaient également autorisés à le faire en fonction de l'évaluation de leur maître. Les gladiateurs étaient achetés et utilisés pour plusieurs raisons. Un maître d'esclaves qui avait besoin d'être protégé lorsqu'il se rendait en ville pouvait acheter des hommes physiquement aptes et les entraîner pour assurer sa sécurité. De même, l'armée romaine avait besoin d'une réserve inépuisable de combattants chaque fois qu'elle faisait la guerre, mais les gladiateurs n'étaient sollicités qu'en cas de désespoir. Les gladiateurs étaient des spécialistes du combat à main nue, mais ils n'étaient pas entraînés à combattre en tant qu'unité comme l'étaient les légionnaires, et ils ont été utilisés comme instructeurs après les réformes marianiques. Et pendant l'année des 4 empereurs, comptaient des gladiateurs dans le rang en raison de la pénurie de main-d'œuvre disponible. Il a également été rapporté que Marc Aurèle avait utilisé des gladiateurs sur le champ de bataille en raison du manque de troupes dû à la peste. Cependant, la raison la plus populaire d'acquérir des gladiateurs était essentiellement de les utiliser pour le sport. Et dès le IIIe siècle avant notre ère, les premiers combats de gladiateurs ont vu le jour. Des hommes s'affrontaient à mort dans des arènes publiques pour le grand plaisir des gens du peuple et de la noblesse. Et si l'idée d'être gladiateur vous semble séduisante, croyez-moi, ce n'était pas forcément une vie très tranquille. Les apprentis gladiateurs étaient traités plus ou moins comme des prisonniers, et s'ils mouraient, eh bien ils mouraient. Cependant, ils bénéficiaient d'un certain confort, de soins médicaux et d'un entraînement spécialisé. Et si un gladiateur devenait très populaire dans les compétitions, le maître pouvait le vendre à un prix encore plus élevé que celui auquel il avait acquéri. Ou bien, le maître pouvait tirer parti de sa popularité pour obtenir un statut plus élevé dans la société. Mais comme c'est toujours le cas aujourd'hui, rien n'était gratuit à l'époque, et même s'il en donnait sa vie pour servir un maître, il y avait toujours un prix à payer.
et qui garantissait toujours que les maîtres étaient les gagnants en fin de compte. Homme à tout faire. Nous avons déjà parlé de la facilité avec laquelle il était possible de détenir des esclaves à l'époque de la Rome antique. Mais que fait-on avec tant d'esclaves? Eh bien, on se repose et on les laisse faire tout ce qui était possible. Dans la Rome antique, les esclaves faisaient à peu près tout. Des tâches domestiques, subalternes comme la cuisine et le nettoyage, aux opérations industrielles comme l'exploitation minière et la construction. Dans certains États, les esclaves s'occupaient même des tâches telles que la comptabilité et la gestion des affaires. Il est très intéressant de noter que les Romains de l'Antiquité avaient également la possibilité de mettre à profit les esclaves qu'ils obtenaient des guerres. Comme la vie de ces personnes n'avait déjà aucune importance, elles pouvaient être affectées à des tâches telles que la lutte contre les incendies dans les bâtiments, ainsi que l'exécution de projets de construction les plus dangereux. Après tout, s'ils mouraient, personne ne serait indigné. Et dans la plupart des cas, les esclaves vivaient toute leur vie, de la naissance à la mort, au service de leur maître. Il s'agissait donc de faire ce qui était le mieux pour eux. Et la majorité des esclaves tentaient d'acquérir une quelconque compétence, sinon ils étaient envoyés dans les mines ou dans d'autres endroits où le travail était très pénible. Différents esclaves, différentes vies. Il est évident que les esclaves menaient des vies très différentes de celles de leurs maîtres. Mais saviez-vous que tous les esclaves n'étaient pas vraiment logés à la même enseigne à l'époque romaine? Avant qu'une personne ne soit vendue comme esclave, elle avait la possibilité de présenter certaines de ses compétences. Ces compétences étaient mises en évidence sur les marchés aux esclaves à l'intention des maîtres potentiels qui souhaitaient les acheter directement. Et grâce à cette classification, il existait une certaine distinction et une certaine hiérarchie entre les différents esclaves. Une distinction qui s'étendait à la manière dont ils étaient traités. Par exemple, les esclaves non qualifiés étaient des personnes qui n'avaient pas nécessairement de compétences spécifiques et qui n'étaient donc pas forcément utiles à qui que ce soit. Et la plupart du temps, ces esclaves étaient emmenés dans des mines ou travaillaient à des projets de construction et ils étaient les plus maltraités du lot. Les esclaves non qualifiés étaient littéralement forcés de travailler jusqu'à la mort. Et même s'ils mouraient, les maîtres n'éprouvaient aucun remords. Il y avait aussi des esclaves qui travaillaient dans les maisons de leurs maîtres. Ces esclaves aidaient à la gestion quotidienne des activités de la maison et étaient parfois bien traités. Après tout, ils étaient plus des administrateurs que de véritables esclaves. Mais il convient également de mentionner les guerriers et les gladiateurs. Une fois que les esclaves guerriers sont devenus plus populaires, leurs maîtres les traitaient incroyablement bien. Ils les nourrissaient, les laissaient coucher avec des femmes esclaves et les gardaient généralement très heureux. Après tout, un guerrier heureux peut rapporter bien plus d'argent à son maître. Manumission. En fin de compte, chaque esclave était réduit à la valeur qu'il avait. Cette valeur était arbitraire et dépendait des appréciations des maîtres d'esclaves. Mais il y avait néanmoins une valeur et dans certains cas, les esclaves pouvaient racheter leur liberté. Un processus connu sous le nom de manumission ou affranchissement. Et la manière la plus simple et la plus ancienne pour un esclave d'obtenir sa liberté était de se la voir accordée par son maître. Et pour cela, l'esclave devait travailler beaucoup, suffisamment pour impressionner son maître pour que celui-ci finisse par lui accorder la liberté. Mais pas sûr que ça marchait, un petit peu comme une augmentation. Plus tu travailles pour l'avoir, moins tu as de chances de l'avoir. Et comme on peut s'y attendre, ce système n'était pas vraiment parfait. D'une part, il reposait sur la bonne volonté du maître d'esclaves, et à cette époque, les maîtres d'esclaves n'avaient pas beaucoup de compassion à donner. Par conséquent, si un maître estimait qu'un esclave n'avait pas suffisamment travaillé pour obtenir sa liberté, il n'y avait pas de liberté à gagner. Cependant, il existait également un moyen pour un esclave d'acheter sa propre liberté. Cette pratique était particulièrement courante pour les personnes qui devenaient esclaves en raison des dettes qu'elles avaient contractées. Ils se vendaient à leur créancier et travaillaient pour lui jusqu'à ce que leurs dettes soient considérées comme remboursées. Encore une fois, ce système était très loin d'être parfait. L'esclave et le maître devaient se mettre d'accord sur la durée du contrat et même dans ce cas, beaucoup de choses pouvaient entraver ce contrat pendant qu'il était en vigueur. Il y a aussi le fait qu'il fallait avoir plus de 30 ans pour pouvoir acheter sa liberté. Alors que l'espérance de vie moyenne de la plupart des esclaves à l'époque était d'environ 28 ans. Et pour la plupart des esclaves, la bataille était donc double. Il fallait d'abord vivre jusqu'à l'âge de 30 ans, ensuite, il fallait travailler suffisamment pour racheter sa liberté.
Et quelle que soit la difficulté, la perspective d'obtenir un jour la liberté était une perspective que tous les esclaves attendaient avec impatience. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est l'espoir qui les poussait à travailler si longtemps. La vie après la liberté. On pourrait penser que tout est rose pour la plupart des esclaves qui ont eu la chance d'acheter leur liberté. Mais vous auriez tort. Ces esclaves affranchis sont connus en latin sous le nom de liberti, affranchis, et formaient une classe à part des Romains de naissance. Ils ne sont pas enchaînés et forcés de travailler pour des étrangers, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes droits que le reste de la population. Par exemple, les citoyens affranchis n'avaient pas du tout le droit d'exercer une fonction publique. Cela signifie qu'une fois qu'une personne était soumise à l'institution de l'esclavage, elle pouvait dire adieu à tout espoir d'une vocation plus élevée. En outre, il faut noter que les citoyens affranchis étaient méprisés par les autres membres de la société au sens plus large. Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'obtenir un emploi régulier ou d'être un membre actif de la société, ils étaient limités dans leurs possibilités. Et en fin de compte, la plupart des anciens esclaves finissaient par se revendre comme esclaves. Après tout, pour la plupart d'entre eux, il y avait quelque chose à faire et une raison de se battre lorsqu'ils étaient enchaînés. Imaginez un instant le désespoir pour faire une telle chose. Ils se sont battus toute leur vie pour obtenir la liberté, pour ensuite la gagner et se revendre volontairement à l'institution qui les avait pris au piège. D'esclave à maître d'esclave. Un autre fait très intéressant concernant la vie après l'esclavage est le fait que nombre d'esclaves qui ont décidé de s'affranchir d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de racheter leur liberté ou d'obtenir une faveur exceptionnelle de leur maître, finissaient par devenir eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Et bien qu'il s'agisse d'un très faible pourcentage, certains anciens esclaves ont réussi à se réintégrer dans la société d'une manière ou d'une autre, et avec le temps, ils ont gagné suffisamment d'argent pour au moins vivre confortablement et construire leur propre vie. Mais il est très intéressant de noter que certains anciens esclaves ont fini par retourner dans le système qu'ils connaissaient et avec lequel ils étaient si familiers. Et je ne sais pas vraiment ce qui peut pousser un ancien esclave à faire cela. Peut-être que les anciens esclaves qui se sont finalement construits une vie ont fini par avoir besoin d'esclaves pour les aider à gérer leurs infrastructures et leurs propriétés. Ou peut-être qu'ils voulaient tout simplement avoir le sentiment de posséder leurs propres esclaves. Quoi qu'il en soit, la tradition est restée pratiquement inchangée. Une alimentation limitée. Il va sans dire que les esclaves n'étaient pas les membres les plus prestigieux de la société. Cependant, si vous voulez vraiment savoir à quel point ces personnes étaient maltraitées, considérez ceci. Ils devaient littéralement vivre avec des rations alimentaires très limitées. Aujourd'hui, même pour les personnes les plus défavorisées, il est très difficile de mourir de faim. Mais imaginez que vous ayez suffisamment de nourriture dans l'endroit où vous vivez, ou plus précisément où vous travaillez, et qu'on vous empêche littéralement de manger à votre faim. Personnellement, je serais indigné. Marcus Porcius Cato, soldat et homme d'État qui allait être connu sous le nom de Caton l'Ancien, a décrit ce qu'il pensait être les besoins quotidiens d'un esclave moyen. Selon lui, les esclaves devraient recevoir de petites portions de blé qu'ils utiliseraient pour faire du pain. Toutefois, les esclaves entravés qui ne pouvaient pas moudre leur propre grain pouvaient obtenir du pain en tant que tel. Caton explique également que les esclaves devraient travailler davantage pendant l'été pour compenser les besoins nutritionnels supplémentaires en termes de vin et de pain. Outre le pain, Caton recommandait également de donner aux esclaves ce qu'il appelait des condiments. Cependant, au lieu des condiments ordinaires que vous achetez dans votre épicerie, son idée était beaucoup plus différente. Au lieu des cornichons, les condiments de Caton étaient composés d'olives fades. Au 1er siècle, les esclaves pouvaient également se nourrir en cueillant des fruits sauvages et en cultivant leurs propres légumes. Et les esclaves domestiques avaient la possibilité de créer leur propre jardin urbain si leur maître leur permettait bien sûr. Perruques d'esclaves. Les perruques font partie intégrante du monde de la mode aujourd'hui. Les hommes et les femmes peuvent les porter et transformer leur apparence en un instant. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les perruques proviennent en fait des esclaves de l'Empire romain. En fait, la première preuve historique de l'existence des perruques nous vient des Égyptiens, mais les Romains ont fait quelque chose de bien plus choquant. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'Empire romain a pris des esclaves de pratiquement tous les coins de la planète. Toutefois, selon certains historiens, les femmes romaines brunes avaient un faible pour les cheveux blancs et noirs.
Ces couleurs de cheveux étaient principalement attribuées aux esclaves germaniques et asiatiques respectivement, l'Empire ayant également pris des esclaves originaires de ces régions. Et pour imiter les esclaves aux cheveux blancs, les femmes romaines se teignaient elles aussi les cheveux en blanc. Cependant, la couleur de ces teintures finissait par s'estomper, ce qui signifiait que les femmes romaines devaient régulièrement consacrer du temps et des efforts à la teinture de leurs cheveux. Les artisans de l'époque ont fini par trouver une solution relativement permanente. Ils prenaient des esclaves aux cheveux blancs ou noirs de jais et leur coupaient les cheveux et les utilisaient pour fabriquer des perruques. Soudain, les femmes romaines pouvaient se donner toutes les couleurs de cheveux qu'elles voulaient sans avoir à subir beaucoup de stress et d'efforts. Bien sûr, elles n'avaient rien à cirer des esclaves dont on coupait les cheveux. C'est ainsi qu'est née l'inspiration de la perruque moderne. Et découvre les punitions les plus scandaleuses qui étaient tout à fait normales pour les Égyptiens. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.